Bienvenue dans votre magazine, mesdames, messieurs, Choc d'idées, votre magazine de réflexion sur l'actualité. J'ai toujours le réel plaisir de vous retrouver à chaque fois que je viens pour vous servir. J'ai un double plaisir, le vôtre, mais aussi de recevoir un homme, une carrière, une élite. Lui, il est avocat, il est carriériste, diplomate, il a œuvré énormément dans la diplomatie congolaise. Il est un homme politique, membre du FCC. S'il est, il va le confirmer. S'il n'est pas, il va aussi le dire. Surtout, c'est un philosophe, un écrivain. Maître Guillaume Pepin Manjolo nous a fait l'honneur. Il est venu pour qu'on parle de son ouvrage, les carottes, épîtres, préfacé par le professeur Gomabinda. Ça sera autour de cela que nous allons essayer d'épiloguer pendant 40 minutes pour réfléchir autour de thèmes qu'il a traités. J'ai le réel plaisir, comme je le disais, de vous servir. Alors, vous aussi, abonnez-vous. Vous pouvez nous suivre sur Ecopolis TNT et puis sur YouTube Eco Télévision. Monsieur Manjolo, bonjour. Bonjour. J'ai le réel plaisir de vous recevoir. Le plaisir partagé, monsieur Ali. C'est une première sur Choc d'idées. Oui. Et merci de l'honneur que vous nous faites. Alors, comme je disais, on parle de l'ouvrage que vous venez de publier récemment, les 40 épîtres. On sait que vous êtes écrivain. Vous êtes peut-être parmi les rares politiciens, hommes politiques, on va dire comme ça, qui est prolifique, littéralement. Pourquoi cet ouvrage d'abord? Après avoir écrit Ma Nation, après avoir écrit La révolte métaphysique d'un Congolais, pourquoi il fallait rajouter les 40 épîtres? Bon, les travaux d'écrivain, les travaux de penseurs ne s'arrêtent pas lorsqu'on a terminé de travailler sur un sujet. On ne peut pas épuiser les sujets de la vie humaine d'une société. Il s'avère simplement que notre société aujourd'hui a besoin d'être évaluée, analysée, et par la suite, venir avec des propositions pratiques, puisque bon, pas tout ce qui est littéral, mais pratique, pour éveiller les consciences, pousser les gens non seulement à la réflexion, mais aussi à adopter des outils, des concepts qui permettent de pouvoir avancer, modifier les choses, notamment son propre comportement et le comportement de la cité, faire avancer la cité. Donc, dans Ma Nation, j'avais tenté de pouvoir expliquer qui nous étions, l'identité congolaise, parce que chaque animal est identifié, soit par son pelage, soit par son régime alimentaire, soit par toute autre chose. Mais il y a une identification qui est nécessaire dans les règnes animales, les règnes végétales et tout. Il s'avère que le monde entier aujourd'hui, et hier encore, s'identifie en fonction des religions, en fonction des couleurs des peaux, en fonction des ancêtres, en fonction des guerres, en fait, c'est beaucoup de choses. Et en fonction aussi de l'étendue du territoire sur lequel nous vivons. Donc, dans Ma Nation, j'ai voulu expliquer ces choses-là pour présenter quel était le profil qui était celui du Congolais. Congolais avec K. Parce que Congolais avec C. Pas avec C. Pas avec C. Congolais avec C, ça ne veut rien dire. C'est un alphabet plutôt occidental qui n'a rien à voir avec une autre origine, c'est avec K. Dans la mesure par ailleurs, dans notre alphabet, la lettre C n'existait pas. Phonétiquement, on a S, on a K, mais on n'a pas C. Il n'y a aucune raison d'avoir un pays qui porte le nom C, avec C, et avoir une province qui est avec K. Il y a une antinomie, une ambiguïté qu'il faut. Le Congo central. Voilà. Donc, c'est les premiers contacts avec l'Occident au sens structurel du terme, c'était les Oram Congo. Et nous sommes fiers d'appartenir à être dans cet espace où se trouvent ces royaumes très, très importants, très puissants, qui s'est largement développé il y a plus ou moins 3-4 siècles. Et par conséquent, il était normal que, comme c'était la porte d'entrée, qu'on puisse donner ces noms-là. Bref, dans ce texte, j'ai travaillé là-dessus et j'ai expliqué nos souffrances communes, qui sont les souffrances liées au premier génocide sur la planète, qui est le génocide de main coupée en RDC. Qui n'a pas encore été reconnu jusqu'à. Malheureusement, je vois que là, ils sont en train de parler de Génocauste. Génocauste. Ouais, le génocide congolais qui sera célébré le 2 août. Tout à fait, mais bon, maintenant il faut que les contenus soient un peu plus précis par rapport à ce que nous sommes. Mais c'est pas les premiers génocides. On a déjà un génocide qui s'est passé entre 1890
Donc plutôt 1890 jusqu'en 1906, avec les mains coupées. Avec 12 millions de morts. 12 millions de morts, ce sont les chiffres officiels qui ont été écrits partout dans le monde entier, tout le monde en a parlé. Et à côté de ça, je sais qu'il y avait aussi les Ottanto au niveau de la Namibie, la Rhodésie à l'époque, par les Allemands. Ce sont les deux génocides qui avaient été commis à cette époque. Et puis plus tard, il y a eu un autre génocide, celui des Arméniens par les Turcs. Tous les deux qui sont venus après nous, reconnus comme tels, sauf le génocide. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un travail de lobbying de notre part, ne serait-ce que pour reconnaître, parce que ça fait partie, comme vous le dites, de notre identité, de nos souffrances communes. Il est important qu'on nous le reconnaisse. Lorsque vous avez établi que une nationalité, ce sont les souffrances communes, c'est l'étendue du territoire, c'est la cosmogonie, c'est-à-dire que les rapports qu'on a avec l'au-delà, ces rapports-là, nous, on a toujours eu ça. Nous n'avons jamais été polythéistes ou animistes au sens péjoratif du terme. On a toujours été monothéistes avec une seule appellation pour la croyance divine. Lorsqu'on a tous ces éléments-là, une des premières choses à faire, c'est établir ces éléments-là sur papier et les enseigner. Ce qui permet aux gens de composer, de se tenir la main. Il y a une formule qui vient de Sun Tzu dans son texte. Il parle du Hong Kong. Hong Kong avec W veut dire ceci. C'est la théorie qu'on sait pouvoir expliquer que les gens qui ont connu les mêmes souffrances, qui ont la même cosmogonie, ils ont une empathie naturelle en sorte qu'ils sont tellement liés que chaque guerre concerne tout le monde, chaque maladie concerne tout le monde, chaque souffrance et chaque joie concerne tout le monde. Mais ça prend dès le bas âge, dès la maternelle. Enseigner aux enfants la main sur les cœurs en disant « nous sommes les descendants des mains coupées ». D'une part, nous sommes les inventeurs des mathématiques. Il y a 20 000 ans avec Ishango. Nous sommes la terre la meilleure terre en fait de la planète qui recèle l'essentiel, le potentiel à la fois minier, forestier, animalier, hydraulique. Nous sommes ce peuple-là. Nous sommes le peuple du commencement, comme disait mon ami Kamana, le peuple de l'imaginaire. Si vous enseignez ça à un enfant, à partir de la maternelle, et qu'il y a un hymne, comme celui que j'ai écrit dans 41e épître, effectivement, il y a un hymne qui parle de ça. Ça lui donne la fierté, le courage, la solidarité c'est-à-dire tous ces éléments-là ont des outils de fonctionnement. Ce n'est pas du verbiage, ce n'est pas de la propagande, c'est sa vie, c'est la vie de ses ancêtres. Quand on présente ces choses-là, oui, c'est de la littérature, non. Camus nous dit ceci. Chaque action doit être pensée et réfléchie avant de mettre ça en œuvre. Ceux qui sautent cette étape de la pensée, ne font rien. La preuve, c'est que dans notre République, on n'a jamais donné la place qui revient aux penseurs. Chaque chef d'État dans le monde a un idéologue. Quels sont les idéologues de nos chefs d'État en RDC depuis 1960? Chaque chef d'État, je vous dis bien, a un idéologue. On dit que Mobutu lisait beaucoup Machiavel, que l'ancien président lisait beaucoup le chinois. Ça, je comprends très bien. Mais on parle d'un idéologue, c'est-à-dire c'est une personnalité, un penseur en philosophie politique, en philosophie pure, qui analyse la société, psychanalyse la société, regarde le monde, comment il fonctionne et tout ça, et met en place une stratégie qui soit sui generis, qui appartienne à un peuple, à une population, à celle-là, à cette identité-là, et comment cette identité peut avancer parmi les autres identités. Il s'agit plutôt de ça, pas de faire des lectures simplement. C'est pas la lecture sur un auteur ou un autre, ça suffit pas ça. Mobutu a tenté par tout moyen pour obtenir que Mudimbe soit son idéologue. Mudimbe a refusé, malheureusement. Je déplore qu'il ait refusé. Ce sont ses convictions personnelles. Mais je pense que si Mudimbe avait été là avec Mobutu, peut-être qu'il aurait atténué tous les processus d'évolution en question.
Mais vous personnellement, vous êtes philosophe. C'est des Je suis penseur. Vous La êtes philosophie, c'est penseur, tout un métier, c'est une effectivement. profession. Oui, je Vous suis êtes penseur. penseur. Ouais. Je suis Chronosons, avocat et penseur. avocat et penseur. Hmm. Ça fait longtemps que vous êtes dans la construction du projet Oui. congolais. Œuvre que vous avez d'ailleurs énormément travaillé avec le Kamana. professeur Kamana, d'heureuse mémoire. Mais vous avez aussi occupé des postes de responsabilité. Ça veut dire que vous avez travaillé avec deux présidents de la République. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas proposé à cette activité dont vous parlez tout à l'heure? Ça veut dire donner de l'idéologie, être un idéologue d'un chef d'État pour conduire le pays vers ces projets congolais-là, qui est notre seul salut. On ne se propose pas d'être l'idéologue. On produit. Lorsqu'on produit sur son pays, lorsqu'on est capable de pouvoir lancer les ponts vers l'avenir, lorsqu'on est capable de pouvoir penser l'architecture des grands styles, si on vous lit, on estime qu'effectivement ça correspond à quelque chose, on vient vers vous. On n'a pas à les commander, solliciter, je souhaiterais être. Non, c'est des prétentions qu'il faut avoir. Mais simplement, on a à produire. Il arrive maintenant que, en produisant, que ceux qui vont devoir vous lire disent, ah, celui-là nous intéresse. Mais encore faut-il avoir la volonté de faire venir vers soi ces types de personnages pour pouvoir vous accompagner. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas dans notre pays. J'ai dit ici, je précise qu'en termes de penseurs et puis philosophes, je ne connais qu'un cas. C'est celui de Mudimbe sollicité par Mobutu pour faire le travail. Et Mudimbe, c'est pas n'importe qui. C'est une sommité extraordinaire en termes de pensée. L'un des plus grands philosophes. C'est un des plus grands philosophes planétaires. C'est pas n'importe qui. Bon, voilà. Je prends un autre exemple qui est celui de la Russie, par exemple. En Russie aujourd'hui, toute la philosophie sur laquelle se base Poutine, si les gens ne le savent pas, c'est d'un certain Ivan Ilyin. Ivan Ilyin qui a construit une pensée. Parce que chez nous, lorsque vous parlez de la pensée, la littérature, c'est de la théorie, machin, tout ça, tout le monde vient avec ses propos dénigrants, sans savoir qu'il n'y a que ça. Parce que quand, la question qui est posée de tous les anciens, et je pose cette question sans cesse, de tous les anciens, est-ce qu'on vous apprend ceux qui ont fait la métallurgie, on vous apprend ceux qui ont été des millionnaires, on vous apprend tel roi et tout ça. Non. Chaque enfant aujourd'hui, dès qu'il arrive en 6e année, en 5e année, on lui apprend Socrate. On ne lui apprend pas les champions de l'époque de je sais pas quoi et tout ça, de la religion, de la médecine. On lui apprend d'abord Socrate. Les penseurs. C'est l'accès à la formalisation, à l'organisation de son cerveau pour pouvoir agir avec sagesse. Et si vous refusez ça, vous estimez que non, ça ne vaut rien du tout chez vous, en RDC, parce qu'en RDC, vous voulez des choses pratiques, directes, applicables, on ne s'en sortira jamais. Regardez une chose. On a construit le boulevard du 30 juin. On a construit certaines chaussées pendant une période. Puisque les gens ne sont pas formés pour réfléchir à la salubrité, à mettre de côté les plastiques et tout ça, à ne pas les laisser partir dans tous les sens, pour eux, la canalisation, c'est quand même un endroit où on doit jeter les immondices. Les immondices. Et en temps de pluie, ça va s'étouffer et ça va inonder partout. Mais ils vous diront, il faut être pratique. Mais oui, mais la pratique, si elle n'est pas précédée par la pensée, la connaissance, la réflexion, la sagesse nécessaire, ça ne vaut rien, absolument rien du tout. Et ça, il faut expliquer sans cesse. Je sais que il y a les apologistes de l'anti-pensée, de l'anti-philosophie, de l'anti-connaissance, de l'anti-sagesse, qui ne désirent avoir du pain sur la table et avoir les restes. Je clôturerai là-dessus pour juste une petite illustration. Lorsque j'arrive aux responsabilités dans un gouvernement, j'avais déjà participé à un dossier qui était lié à un don chinois. Mais les dons étaient pas des grandes envergures. Et les présidents Kabila à l'époque, après avoir eu la discussion avec les Coréens par rapport au musée, il fallait autre chose. Dans ces quartiers-là, on devait faire quelque chose de beaucoup plus important. Et le ministre Raymond Tshibanda, dont j'étais le conseiller, avait commencé la négociation avec les Chinois pour obtenir un don nous permettant de construire un centre culturel.
Et il les faisait avec un autre conseiller qui est décédé, qui était un gars extraordinaire, Damien Pono, que j'ai eu par la suite comme directeur de cabinet adjoint dans mon ministère. Et finalement, lorsque moi, je reprends les responsabilités comme ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, je relance les dossiers. Mais j'ai une chance extraordinaire, je pense que c'est l'effet des ancêtres, de tomber sur l'ambassadeur Xi, qui est d'origine chinoise, qui est le représentant personnel du secrétaire d'État, du secrétaire général des Nations Unies à Nairobi. En conversant avec lui, il me dit, je lui dis, écoutez, j'ai un tel besoin, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me mettre en contact avec le ministère du Commerce chinois, c'est lui qui gère ça. Il dit, ne vous en faites pas, les jeunes ambassadeurs qui vont arriver à Kinshasa, je suis son tuteur. Et par conséquent, je peux lui demander certains services. Il va voir si les budgets chinois n'est pas encore voté. Il peut aider à pouvoir modifier le montant qui était prévu. On parlait à l'époque des montants, je ne sais plus, mais ce qui était un peu moindre. Et finalement, on est parvenu à pouvoir conclure sur un montant de 100 millions de dollars des dons. Et ces dons ont servi à quoi? Ces dons ont servi à construire le centre culturel qui est aujourd'hui devant les palais du peuple. Donc, j'ai pu obtenir les terrains. C'est votre négociation. C'est ma négociation, c'est les réseaux. Parce que les gens parlent, ouais, on l'a vu au ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené quoi? Ce centre-là, c'est moi qui l'ai finalisé. Les dossiers avaient commencé depuis très longtemps. J'ai finalisé. 1, trouver un terrain. 2, négocier avec les Chinois pour arriver au terme du processus et avoir 100 millions et intégrer dans ces périmètres l'INA. Donc, l'Institut national des arts n'a pas de bâtiment. Il aura enfin des bâtiments là-dedans, dans ces grands centres. C'est un des plus grands centres d'Afrique, sinon les plus grands de l'Afrique centrale. Effectivement. Donc, ça a coûté plus ou moins 100 millions. Les dons, c'est pas de l'argent congolais. Et puis, au-delà de ça, j'ai clôturé ce dossier sur l'apport pratique, après réflexion, pendant la Covid, un peu avant la Covid. Je suis sorti du gouvernement en 2021. J'ai quand même récolté plus ou moins 1,250 milliard d'argent que je fais rentrer dans les caisses de l'État pour gérer les affaires de l'État. Cet argent, notamment les Américains avec 600 millions, et puis les Chinois, et puis les Japonais, il y a les Allemands, les Belges. Donc, j'ai pu négocier pour avoir tout ça parce que le travail du ministre de la Coopération, c'est pas de construire des bâtiments tout seul, de faire des chaussées, de donner de l'argent aux gens. C'est pas son travail. Son travail, c'est un travail malheureux pour un pays comme le nôtre. C'est un peu un travail de la mendicité. Mendicité internationale. Vous courez derrière le dos. Je cours derrière les gens pour qu'ils nous donnent parce qu'on n'a pas les moyens, on ne produit pas suffisamment assez, on n'a pas suffisamment les moyens. C'est ce travail-là. L'économie. Et c'est pourquoi vous étiez défenseur fervent de la zone de libre-échange continentale. Tout à fait, parce que ça permettait à ce qu'on puisse investir en RDC, qu'on transforme les matières premières, qu'on puisse mettre l'électricité un peu partout, et puis qu'on transforme en matières premières, qu'on fasse des zones industrielles. Ça permettait ça. Mais je le voyais plutôt par étapes, en commençant par le COMESA, puisque nous avons souscrit au COMESA en 2015, en décembre, on a clôturé pour la zone de libre-échange du COMESA. On n'est pas encore dans la zone de libre-échange de la SADC et ni de la CEAC. Ce sont les 3 communautés auxquelles nous appartenons directement, à part les petites structures spécialisées. Donc, j'ai fait ce travail-là, j'ai amené 1,250 milliard dans les caisses de l'État qui ont servi dans le secteur agricole et tout ça. La gestion par la suite, c'est pas mon problème, ce sont les départements sectoriels qui s'en occupent. Mon travail à moi, c'était de récolter en période de Covid, sans compter les PNUD avec l'argent nécessaire pour le Covid et puis l'Ebola. Quand les gens parlent, oui, tout ça, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais mon travail n'est pas vous montrer. Je donne acquis des droits. Et puis, bon, ils vont faire leur travail. Peut-être c'est parce que vous faites pas beaucoup de bruit, alors que les gens aimeraient quand même que vous parliez. Pourquoi? C'est pour ça que j'avais posé la première question, pourquoi les 40 épîtres? Parce que on a l'impression, quand on vous lit, que vous avez vous-même les sentiments de ne pas être entendu. Parce que le ton qu'il y a dans cet ouvrage, oui, c'est vraiment un coup de gueule, c'est comme un ras-le-bol. Je vais lire un petit passage pour un peu illustrer ce dont je parle. Dans l'épître 9, vous dites « Reconnaître la souveraineté à un âne, à un mouton, pour opérer un choix est la plus grande infamie commise par l'homme des tropiques. C'est une autre façon d'arborer avec fierté l'effigie. Nous sommes la honte de l'humain. » Comment voulez-vous que les gens vous lisent
après que vous dites ça, après que vous traitez les autres de ânes, moutons, les mots sont forts quand même. Non, je ne les traite pas. Non, non, non. Ce sont des figures de style. Je ne les traite pas comme ça. En fait, tout à l'heure, je vous parlais de Poutine et de son maître à penser qui est Ivan Ilyin. Les textes majeurs, c'est guérir le mal par la force. C'est ça, sur ça que travaille Poutine. Guérir le mal par la force. Il faut l'électrochoc. On ne peut pas convenir qu'un pays comme le nôtre, la RDC, qui a un potentiel illimité, qui est l'inventeur de mathématiques, qu'il n'y ait aucune salubrité, nulle part, et qu'on soit les peuples aujourd'hui les plus moqués de la planète. On ne peut pas comprendre ça. Il y a des intelligences d'une beauté absolue. La jeunesse est pétrie des talents. Si on pose la question, qu'est-ce qui marche mieux chez nous? Je vous dirais, les secteurs les plus prolifiques, les plus producteurs, c'est les secteurs du talent, notamment les secteurs musicaux. Effectivement. Nous sommes quasiment les maîtres du monde dans ce domaine-là. Un peuple qui a ces capacités-là peut mieux faire dans tous les domaines. C'est ça l'interrogation qui est la mienne. Parce que jusqu'aujourd'hui, on fait quoi? On vivote. On vivote alors qu'on a tous ces potentiels. Le secteur qui, qui est libéré, qui peut s'exprimer, celui de la musique, nous démontre qu'avec 450 peuples en RDC, ce que vous appelez ethnie péjorativement, ou tribu péjorativement, parce que les Occidentaux n'emploient pas ces termes. On vous a collé et vous utilisez ça en permanence. C'est des peuples. Ce sont des peuples. 400, parce que le peuple lois de chez moi n'est pas inférieur au peuple wallon ou au peuple flamand. Et le peuple lois présente quand même quelque chose d'essentiel dans l'espace Lunda depuis plusieurs siècles. Les peuples flamands, les peuples wallons sont des peuples récents, dont la structuration commence en 1830. Et nous, on faisait partie déjà de l'Empire Lunda. Donc, c'est pas comparable. Donc, ce sont des peuples. Alors, quand on regarde tous ces talents dans ces peuples, qui sont des talents extraordinaires, forment déjà un des potentiels essentiels du secteur musical sur la planète. Partout où on arrive, où les Congolais arrivent avec la musique, ils dominent. Effectivement. Même à Cuba. J'étais à Cuba, j'ai vu des artistes venus de la RDC qui rentrent dans les systèmes, qui modifient les systèmes et qui dominent les systèmes. Même à Cuba. Alors que c'est la mecque de la musique, de la salsa. Même à Cuba. En France, n'en parlons même pas. Donc, la liste est longue. Dans tout, voilà. Dans le domaine sportif, on a été parmi les meilleurs pendant très longtemps. Dans le domaine de l'intelligence pure, avec les professeurs Luruma ici, dans le cadre de l'affaire de Sida, avec les Mouyembe, dans le cadre du Bola, on a des talents dans tous les domaines. Dans l'ingénierie, avec Madame Sandrine. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la parfaite organisation de notre société pour pouvoir permettre à ce que tous ces talents, dans tous les domaines, s'expriment à l'unisson. Comment on manque ça 64 ans après? C'est-à-dire qu'on a tous ces talents, on a connu les grands hommes, les éliminés, mais on manque toujours cette parfaite organisation-là, cette parfaite mise en commun pour rayonner, pour voilà. C'est quoi le diagnostic? Oui, mais la première chose, c'est que j'ai parlé d'identité nationale. Elle n'existait pas. Elle existe. Tous les éléments sont là. Mais la conjugaison des éléments pour lui permettre de pouvoir s'exprimer. Qui a mis ça en œuvre? Elle devrait exister comment? Parce que, rentrons un peu dans ce débat, l'identité nationale, elle devrait exister comment? Vous venez de faire état de 450 peuples. Oui. Comment fait-on pour que ces gens-là vivent ensemble? Comment construire une nation avec autant de cultures, qui du reste, la plupart, sont différentes? Et comment construire une identité? Monsieur Elie, vous n'avez pas retenu ce que j'ai dit au départ. En écrivant ma nation, j'ai sérié les éléments qui composent une identité, donc une nation. Cette nationalité qui est la nôtre. La nationalité qui est la nôtre, elle est faite, et notre identité, par conséquent, par la fin d'incidence, notre identité, elle est faite des souffrances communes. 12 millions et demi de mains coupées entre 1890 et 1906. Premier élément qui fait le ciment, l'amalgame des populations de toutes
la RDC actuelle. On a charrié des populations entières pour les amener vers les zones où il y avait les VA pour pouvoir travailler. On a charrié des populations entières pour ça. Et puis, sans compter aussi les chemins de fer qui ont aussi emporté une partie des populations quand on devait les construire. Souffrance commune. Premier élément. Deuxième élément, la cosmogonie. Il n'existe aucun texte de l'Occident, du colon belge, qui vous dise que les Congolais ne croyaient pas en Dieu. Qu'ils soient Songé, Kuba, Lunda, Congo, Mangbetu, ils parlent tous d'un Dieu unique. Tous d'un Dieu unique. Il y a une seule appellation pour Dieu dans toutes les langues, dans les 450 peuples, dans les grandes langues aujourd'hui, Lingala, Swahili, Kikomo, Luba. Une seule appellation, avec des variantes, mais un seul Dieu. Voilà un autre élément qui participe à l'identité nationale, à la nation, à la cohésion, au ciment, à la solidarité. Et puis, il y a la terre. L'espace que nous avons eu après 1880-85, et d'ailleurs, on nous a amputé des espaces importants parce que nous, l'espace Lunda, nous sommes en Angola, nous sommes en Zambie. Quand les gens disent oui, bon, c'est grâce aux Belges et tout ça, dire attendez, nous, on a perdu des terres. Voilà, Lunda Norte devrait devait avoir comme capitale Kolwezi, pas Malange-Joyeur, Kolwezi, mais on a perdu des terres. Bon, c'est la récomposition internationale, on va pas y revenir. L'espace qu'on a aujourd'hui, c'est l'espace qui nous a toujours appartenu, à tous ces peuples-là. On ne l'a volé à personne, on nous a tranché même des parties des terres pour dessiner des compromis entre colons. Maintenant, quatrième élément et dernier élément, comment on construit un avenir commun. Et ça, c'est là où on a besoin des penseurs. Dire l'avenir commun doit se construire sur base de notre identité, ce que nous sommes, et comment nous avons participé dans les concerts des nations. Puisque le ciment est déjà là. Les éléments du ciment sont là. Puisque vous mettiez encore en doute le fait que on soit plusieurs peuples et tout ça. Non, non. Nous sommes cimentés, nous sommes solidaires, nous formons un corps organique. L'âme et l'esprit d'un peuple, comme disent les Allemands, se trouvent bel et bien en RDC. Les Volksseele, les Volksgeist se trouvent en RDC. L'âme et l'esprit d'un peuple qui précède tout. Dès que ces peuples s'est mis ensemble, ils ont fait la démonstration en 1959 et 60. Effectivement. Ils en ont fait la démonstration en disant, nous voulons l'indépendance maintenant. C'était prévu en 1980. Mais ils n'étaient pas armés. Il y avait juste la volonté. Et c'était des jeunes gens qui étaient encore imprégnés de cet esprit ancien, de ce que nous sommes. Contrairement à ceux d'aujourd'hui, qui sont dans l'amusement, dans l'insulte en permanence, il n'y a plus de réflexion. On ne réfléchit plus. Chaque matin, quelqu'un se lève, dire, comment est-ce que je vais contredire et insulter? Il ne peut pas se dire, ce qu'il dit là, est-ce que je peux me remettre en question? Non. Il doit se dire comment je vais insulter. C'est une faillite morale terrible, faillite intellectuelle majeure, lorsqu'un peuple ne fonctionne que par l'invective, l'insulte. C'est un peuple failli. Il faut se redresser rapidement par rapport à ça. Donc, ce que j'ai dit, c'est l'électrochoc par rapport à l'épître à laquelle vous faites référence, c'est l'électrochoc pour nous réveiller. On ne peut pas continuer comme ça. Lorsque Mao arrive dans son pays, il dit, voilà, je vais instaurer le socialisme scientifique et que dans 50 ans, nous serons les maîtres du monde. Mais il écrit les petits livres rouges qui guident leur fonctionnement. Ah, ils sont là. Et nous, on se base sur quoi? Et dire ça, ce serait être contre qui que ce soit. Non. Je ne parle pas des personnes, nous sommes tous des passagers. Je parle de cette terre de nos ancêtres, la terre d'Ishango, la terre des mains coupées, toutes ces choses-là. On devait les apprendre à l'école depuis l'école maternelle. Comme les Juifs du monde entier apprennent l'hébreu partout où ils se trouvent et que les Talmuds est la clé de leur existence. Et aujourd'hui, les Talmuds, l'Ancien Testament et les cadastres pour eux. C'est-à-dire, c'est ça qui permet de pouvoir tracer l'étendue de leur territoire. Mais ça fait quand même un bon moment qu'on connaît ces choses-là aussi, avec
avec la révolution panafricaine au niveau de la recherche. Ça fait un bon bout de temps qu'on connaît tout ce qu'on nous disait pas à l'époque et aujourd'hui, dans certains systèmes, d'ailleurs scolaires, on enseigne ces choses-là. Est-ce que c'est toujours pas suffisant? Non, mais pourquoi vous parlez de la révolution africaine? Pourquoi vous sautez des étapes? Il faut pas sauter des étapes, monsieur Eli. Restons sur les principes, les points de départ. Comme dit un artiste que j'aime beaucoup, Cohen, qui dit First we take Manhattan, then we take Berlin. Commençons par le début. Tu ne peux participer à la structuration africaine que quand tu as déterminé qui tu es au niveau de l'Afrique. Qui sommes-nous au niveau de l'Afrique? Je viens de donner des éléments ici. Est-ce que nous portons ça? Nous ne portons pas ça. Vous avez fait tout l'enseignement primaire et secondaire et universitaire sans qu'on vous ait parlé d'Ishango. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez fait tout l'enseignement primaire, secondaire et universitaire sans qu'on vous ait enseigné de manière spécifique la misère, la souffrance, les génocides, avec les mots génocide léopoldien. Vrai ou faux? Ouais. Alors, dès que ces choses ne sont pas réglées, il ne faut pas dire aux enfants, vous n'êtes pas compétents. Non, il faut leur donner les outils, les matériaux nécessaires à cette réflexion-là. Parce qu'un Congolais ne devrait pas insulter notre Congolais. Ils sont tous descendants de mes coupés. Il ne devrait pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a un côté sacré entre Congolais, étant tous descendants de cette souffrance-là. On devait être unis en permanence et jamais avoir vocation à s'entre-déchirer. Parce que ce qui nous unit est tellement puissant et supérieur à toutes nos petites convictions, nos petites salades habituelles politiques pour aller gagner un peu de sous et tout ça. Ça, on met ça de côté. Je l'ai dit dans tous mes livres contre tous les régimes. Sauf, bien entendu, Lumumba. Mais tout ce qui a suivi, pour moi, a failli sur ce plan-là, sur cette fusion naturelle des populations congolaises du fait de leur souffrance commune. Ils ont tous failli par rapport à ça. Il y a moyen de pouvoir redresser ça. Peut-être pas pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants qui pourront faire ce travail-là. Lorsqu'ils liront peut-être cet hymne sur lequel je me base, à l'épître 41, où je ne parle que de ça. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Comment voulez-vous qu'un peuple qui a inventé les mathématiques, ces mathématiques qui ont été charriées sur les Nils pour traverser la Nubie et atteindre l'Égypte antique, pour faire des grandes civilisations, qu'on soit aujourd'hui les derniers sur la planète? Nous sommes un peuple mathématicien. Nous sommes un peuple de chercheurs dans le domaine de la virologie, par exemple. Nous sommes les meilleurs. Allez chez Mouyembe voir ce qu'il est capable de faire. C'est extraordinaire. Reconnu de partout. Mais comment voulez-vous qu'un peuple comme ça ne soit pas en mesure d'organiser sa société utilement? Une des réponses. La société dans laquelle, ou à laquelle nous nous référons, c'est pas la nôtre. Nous avons notre société. La congolaise est celle-ci. Il y a un chef, il y a les sages, il y a les ministres, il y a les corps de métier. Entre les corps de métier et les ministres, il y a les bipuitamounanfanka, ce qu'on appelle les parlementaires. Tous ces corps, toute cette succession des corps ont chacun individuellement une compétence nécessaire à la société. Ils ne sont pas là du fait d'une élection. Pas d'élection. Y a-t-il eu élection jusqu'en 1885? Non. Il y a eu le royaume Congo, non? Avec un fonctionnement total. Effectivement. Il y a eu le Lunda, il y a eu le Cuba. Est-ce qu'on a parlé des élections? Non. Le problème, c'est que les meilleurs d'entre nous, ayant des compétences dans un domaine précis, doivent servir la cité. C'est tout. Les faits des élections que nous copions les yeux fermés vient de l'Occident et c'est tout récent. L'Occident a passé. Mais ça devrait marcher parce que ça marche aussi chez eux. Mais non. C'est ça la confusion. Monsieur Elie, c'est ça la confusion. Pendant 1000 ans, il n'y a pas eu d'élection en Occident. Pendant quasiment 1000 ans, il n'y a pas eu d'élection en Occident. Les élections qui s'est passées dans la Rome antique, c'était au Sénat entre eux. Telle famille pose telle personne et tout ça, entre eux, les sénateurs. C'est pas les peuples qui concernent. Les peuples, on doit les servir. Lui donner les outils de son bonheur, lui faire des chaussées, lui faire des hôpitaux, lui faire des écoles.
lui donner du travail. Parce qu'il faut travailler. Ces choses-là doivent être faites par quelqu'un. Il faut des gens formés pour faire ça. Avoir des ateliers, des forgerons, tout ça pour faire ce travail-là. Et chacun, en fonction de son talent et ses compétences, est affecté à quelque chose. Il ira là où son don l'amène. Mais il n'est pas compatible avec la raison. J'ai de la compatibilité avec la raison. Que n'importe quel individu ait des prétentions d'être soit président, soit ministre, soit député, soit tout ça. C'est pas normal. Mais ce n'est pas normal. Nous sommes en train de rêver. Ce n'est pas normal du tout. Je pose une seule question et peut-être on va passer au sujet moins difficile, moins sujet à controverse. Depuis 2006 à aujourd'hui, quelle est la loi qui vous a marqué, qui a fait de vous, qui a changé votre vie? Oh, il y en a. Une loi. Donnez-moi une loi qui a changé votre vie. Votre vie. La révision du code minier, par exemple. Ça ramenait plus de bénéfices, des profits à la République. Très bien. La révision du code minier, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila. Les faits de mettre à manger à table et de ne pas faire en sorte que les Congolais puissent en profiter, ça résout leur problème? Que les Congolais ne puissent pas en profiter. Ça résout leur problème? Où est l'argent? Où est l'argent du code minier? Il est où? Les résultats de la réforme du code minier. Cet argent, ces flots d'argent, sert à quoi? Ça, c'est un mécanisme permettant de pouvoir renflouer les caisses de l'État. Mais l'affectation, c'est quoi? C'est ça la question. L'affectation, c'est quoi? Ce n'est pas tant d'avoir de l'argent. On peut avoir aujourd'hui un budget de 100 milliards, 200 milliards, 1000 milliards. Mais si ces budgets et la vie sociale ne reflètent pas ces budgets, ça ne veut rien dire du tout. Aujourd'hui, la RDC est placée parmi les 5 derniers pays du monde. Pour autant, cette réforme-là existe et que cet argent rentre. Quelle est la situation individuelle de chaque Congolais aujourd'hui? Ça, c'est l'échec de l'élite politique. Mais l'élite, c'est ça la question. Comment est-ce qu'on définit cette élite-là? C'est la définition. Il ne faut pas qu'elle soit élective, comme vous le dites. Oui, mais l'élection porte sur quoi? L'élection est la préfiguration de la société telle qu'elle est. C'est-à-dire que la tendance communautaire, au sens pas des terres d'origine, au sens d'appartenir à un groupe social qui fonctionne d'une certaine façon. Effectivement. Nous sommes dans une société du bruit, de l'insulte. Celui qui insulte le plus a la notoriété. Il a pour lui les fanatiques, les aficionados qui sont là, qui sont avec lui. Donc, il a toutes les chances d'être élu. Donc, il n'est pas élu parce qu'il a des compétences extraordinaires dans un domaine précis pour apporter des solutions. Il est élu parce qu'il est célèbre dans un milieu social donné. Pour un tas de raisons. Donc, maintenant, lorsque vous faites l'addition de tous les élus venant de ces genres de sources, on va trouver peut-être 10% ou 5% qui ont les compétences requises, qui ont la formation requise, qui ont les bagages nécessaires pour pouvoir réformer. Mais ces 10%-là vont être noyés avec les 90%. Et conséquence, nous végétons. Si on se pose la question aujourd'hui, quelle est notre situation entre 60 et 2024? Sommes-nous mieux aujourd'hui que nous l'étions en 1970, par exemple? Donc, mais toute personne raisonnable qui a vécu cette période-là, moi j'ai vécu cette période-là des années 70, je dirais on était mieux dans les années 70. Je le dis avec presque des larmes aux yeux, parce que moi j'ai bénéficié de la vraie République. Je ne cesse de les répéter en mémoire de mon père qui a participé à la table ronde pour discuter de l'indépendance, parmi les 44 membres, qui avant de partir pour parler de cette communion particulière, ils ont exigé que Lumumba participe alors qu'il était en prison. On l'a fait sortir pour qu'il soit avec eux, parce que c'était leur leader naturel. Et parce que papa, après, a servi cette République en tant que fonctionnaire.
Et partant de là, j'ai droit à cette République. Et je suis malheureux de ne pas pouvoir lui rendre de manière utile parce qu'il n'y a pas les outils me permettant de pouvoir le faire. Parce que nous sommes dans une cacophonie terrible depuis plusieurs décennies et qu'il n'est pas possible d'agir au mieux lorsqu'on n'a pas les outils de l'action. Nous n'avons pas les outils de l'action. On doit d'abord construire les outils de l'action. L'identité nationale, les modes de fonctionnement de notre État posent problème. Vous trouvez normal qu'un pays comme le nôtre puisse avoir 1025 ou 1050 partis politiques? 1000. On ne parle pas des deux, des 1000. Tous social-démocratie. Vous voulez, tous social-démocratie. C'est pas normal. Puisque vous êtes social-démocratie, mettez-vous ensemble. Effectivement. Mais votre référence aux pays occidentaux qui ont commencé la démocratie actuellement, après avoir mis tout en place, les chaussées, les ponts, l'administration très, très outillée, ils ont terminé tout le processus. Après, maintenant, ils commencent à injecter dans les systèmes les gens qui viennent du peuple. Les gens qui ont été les déshérités dès le départ. Parce que c'est une société qui était composée de la noblesse et du peuple. Et puis noblesse, bourgeoisie et peuple. Classe intermédiaire installée, maintenant on peut aller aux élections. On ne peut pas comme ça sauter des étapes. Il n'existait pas une classe intermédiaire. Il n'existe pas une bourgeoisie structurelle, structurée. Chez nous, la noblesse est quasiment par terre. J'en fais partie, j'en sais quelque chose. Donc, voilà un peu dans quoi on se trouve. Et avec ça, vous voulez avancer. Vous insistez beaucoup sur l'identité. Et moi, j'aime personnellement ce débat. Vous avez donné les 4 éléments de l'identité. On va peut-être finir par là, parce que 40 minutes ne suffiront pas pour décortiquer les livres, malheureusement. Vous avez parlé de la cosmogonie. C'est-à-dire cette connexion avec l'au-delà, avec le monde des ancêtres. On l'a perdu aujourd'hui. Nous ne sommes plus les êtres spirituels qu'ont été nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, musulmans. Il y en a même de ceux qui prient comme les juifs. Est-ce que, avec les éléments actuels qu'on a, le christianisme, l'islam, le judaïsme, peut-on construire une cosmogonie qui pourrait participer à notre identité? Malheureusement, non. Je suis désolé, j'aurais des foudres de partout. Non. Non et non. Nous sommes des chauves-souris. Nous ne sommes ni chez les rats ou les souris, ni chez les oiseaux. Nous sommes des chauves-souris. Notre souffrance vient notamment de cette incapacité à comprendre que nous n'appartenons plus à rien du tout. Nous avons des prétentions qui nous ont été imposées. Les religions, les 2 religions majeures qui sont venues en Afrique, j'ai bien en Afrique noire, ceux qui ont amené ça, qui viennent avec ça au côté du monde arabe, dans les Maghreb et tout ça, ils sont venus de l'extérieur. L'Afrique est d'abord noire. L'esclavage est venu avec ça, dans sa besace, les christianismes. L'islam, c'est une religion guerrière. On impose la foi par la force, par l'épée. Conquête. Pour nous mater complètement, nous soumettre définitivement, on emploie la Bible comme étant l'outil pour nous asservir. Avec la controverse des Valladolid, où on estime que l'homme noir n'a pas d'âme et par conséquent, il doit se racheter. Pour se racheter, il doit être soumis à l'esclavage et puis il doit se christianiser pour pouvoir se racheter. Le principe clé est là. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, vous avez des visions, vous avez la spiritualité extraordinaire, c'est votre droit. Mais l'histoire, c'est celle-là. C'est-à-dire, on vous arrache à vos croyances qui ont fait que vous soyez les premiers hommes sur la planète. Si Dieu crée la terre, il crée les noirs. Il ne crée pas autre chose que les noirs d'abord. En plus, on pense que c'est dans la région de la naissance du Nil. Donc, ça pourrait être en RDC dans la partie est. Mais en vertu de quoi, moi qui suis le premier à être créé par Dieu, je puisse me soumettre à une religion qui vient de l'extérieur?
Je suis chrétien, malheureusement. Je suis catholique par vocation institutionnelle, par apprentissage, par les écoles dans lesquelles je suis passé. Mais la raison m'exige à pouvoir me poser de questions. Je ne suis pas un mouton, n'ai pas à me poser de questions. Cette religion est arrivée en moi. Comment? Qui suis-je? À cette question, qui suis-je? Je suis les premiers peuples de la planète, je suis l'inventeur de mathématiques il y a 20 000 ans. Donc, 20 000 ans, ça veut dire que 15 000 ans avant l'Égypte antique. Effectivement. C'est moi, dans la zone d'Ishango. Je suis celui qui a eu à commencer à travailler sur le cuivre au 5e siècle, plus ou moins, ici, dans les Katanga. Au 5e siècle. 5e siècle. Les preuves sont là à Terre-Vue, on ne sait pas quelque chose caché. Je suis ces peuples-là. Je suis les peuples à qui on a coupé les mains du fait de cette religion, notamment et du commerce. Je suis ces peuples qui n'a accueilli cette religion-là de manière formelle qui a 100 ans. Et ça servit à l'éducation, parce que les écoles catholiques permettaient que les gens puissent aller s'instruire, tout ça. À côté de la religion, vous avez l'apprentissage d'autres choses. Mais je suis ces peuples à qui on a refusé de penser. Tu ne dois pas penser. Tu dois être pratique. Être ingénieur, être un médecin, être avocat. Tu dois être pratique, mais pas penser. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Et la preuve, c'est quoi? Ce que l'Unikin n'avait pas de faculté de philosophie ni de lettres. Parce que ça, donner la pensée. Ah oui, des métiers. Donner la pensée à ces gens-là, c'est permettre à ces gens de pouvoir réfléchir. Lorsque les gens comme Lumumba, par leur propre initiative, lisent Karl Marx, Lénine, commencent à comprendre que la révolution est possible, Bakounine, on nous a menti, on nous a enfoncé dans la religion, dans cet opium, et sans nous donner la possibilité de pouvoir réfléchir par nous-mêmes, et que tout se passe au paradis, mais eux, ici sur Terre, doivent profiter, nous, on attend le paradis. Il y a un problème. La révolution naît. Donc, voyez-vous, donc c'est tous ces éléments-là qui nous disent que nous sommes dans une mauvaise perspective, il va falloir changer de fusil d'épaule et passer à autre chose, recréer la solidarité nationale, la communion des peuples congolais, l'âme et l'esprit du Congo, de nos ancêtres, tels qu'ils ont confectionné leurs entités politiques, à la fois les royaumes, les empires et tout ça, avec les moyens du bord. Il n'y a qu'à lire les textes, notamment de Stanley. Il envoie une lettre à un de ses amis à Londres qui lui dit « Je suis arrivé à Irebu, nous sommes en 1887, me semble-t-il. Je suis arrivé à Irebu, c'est à l'équateur, la populeuse Venise du Congo. J'y ai trouvé un commerce organisé, les arts très fonctionnels, la connaissance parfaite de la géographie et tout ça. Ces peuples, s'il va à cette allure, il ira très loin. C'est ces peuples-là dont on parle. Avec leur croyance en un Dieu unique, sans passage par qui que ce soit. Aller vers Dieu, c'est d'un peuple vers Dieu. Il n'y a pas d'étape transitoire. Or, nous nous obligeons des étapes transitoires. Il faut croire en Dieu. Pas au diable, en Dieu, en permanence. Mais les dieux du Congo. Pas un autre Dieu. Vous êtes également politique. Ça sera la dernière question puisqu'on est vraiment arrivé à la fin. Là, je vais faire appel à l'âme du politique que vous êtes. Parce que la matière, il y en a. Vous avez tout défini au cours de tous les textes que vous avez donnés à ces pays. Mais comment organiser cela politiquement? Comment orchestrer cela politiquement pour que d'ici 50, 100 ans, nous arriverons à implémenter ce projet congolais? Ce sera la dernière question. Oui, je vais prendre votre question et répondre non pas par les manches, mais par les bouts, votre bout. Il nous faut plus ou moins entre 20 et 50 ans. On ne peut pas projeter la gestion du pays sur 5 ans. Ça ne vaut rien du tout. C'est pas opérationnel. Mais pour ça, il faut des outils solides de construction du pays. Notre identité nationale et revoir ce que nous devons faire qui soit en harmonie avec ce que nous sommes. On est un troubadour dans un village, un chanteur. On sait qu'il est chanteur. Vous pensez qu'on va lui donner la gestion d'un village? Non. On sait que sa place, c'est de chanter. Et ils n'ont même pas le courage de dire, voilà, moi, je veux devenir maintenant le chef. Je dis, ben non, monsieur. Personne n'est valentin. Personne. Il dit, moi, je veux devenir forgeron. Je dis, ben non. Tu as 50 ans, être forgeron, il faut l'apprendre dès que tu as 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. C'est pas maintenant, c'est trop tard. Tu n'auras pas la dextérité, les mains adaptées à faire ce travail-là, tout ça.
Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Avec ces systèmes tels qu'il est confectionné aujourd'hui sur un modèle étranger, lequel modèle étranger a pris du temps pour arriver à ce niveau-là. Nous, on a sauté des étapes. De la même façon qu'on n'a pas pu domestiquer les bêtes pour faire l'élevage et pour faire les transports, on est passé directement au véhicule. De la même façon que dans les villages, on n'a pas connu les téléphones normal pour passer déjà au portable. Nous sautons des étapes et tout ne marche pas. C'est peut-être l'avantage de la globalisation. Mais il n'y a plus de frontières. On bénéficie des avancées des autres. Ceux qui ont fait les parcours normaux en Asie, en Europe, en Amérique latine, ont l'eau, l'électricité, la salubrité, ont tout. Votre globalisation. Vous êtes l'Afrique subsaharienne, c'est le seul espace où il n'y a ni eau, ni électricité, ni salubrité, et anarchique à volonté. C'est ça la globalisation pour vous? J'aurais souhaité qu'on soit d'abord nous-mêmes avant d'entrer dans les systèmes globaux. Les systèmes globaux exigent que chacun amène quelque chose. Nous y amenons quoi? Du troc, en matière première. On fait du troc avec ça? Bon. Pour avoir de quoi aller acheter le maïs? Pour maintenant aller chercher du maïs. C'est ça la globalisation. Ayons honte quand même de pouvoir prétendre à certaines choses dont on sait par avance que nous sommes placés largement en dessous. Et ça confirme certaines théories farfelues comme celle de Arthur de Gobineau sur la hiérarchie des races humaines où on nous place en dernier. Tant que vous n'avez pas votre identité, on ne participe pas au Conseil national. Regardez l'Afrique. Plus d'un milliard d'habitants, il n'y a aucun membre au Conseil de sécurité. Et ça vous appelle globalisation. Aucun membre. Au Conseil permanent. Plus d'un milliard. Tout un continent. Zéro. Et les autres décident de notre destin. Zéro. Chaque continent a au moins un membre. Les Occidentaux, à eux seuls, en ont trois. À eux seuls, trois. Les États-Unis, qui représentent à la fois et les Canadiens et les Australiens. La France, qui représente à la fois et les Australiens et les Canadiens, et l'Angleterre. Trois. On peut ajouter moyennement en disant, voilà, la Russie fait partie à la fois de l'Europe et de l'Asie. Et puis, il y a la Chine. Et l'Afrique, zéro. Mais ce sont des questions majeures sur lesquelles il faut réfléchir. La question, et je vais m'arrêter là-dessus pour parler du philosophe camerounais Douala, portons les lunettes africaines. Et là, je ramène aux lunettes congolaises pour évaluer ce que nous sommes et quelle est la direction à prendre. Vous vous souvenez de ces tableaux extraordinaires qui, je dirais, primitifs ou populaires, où il y a un homme sur un arbre à côté d'une rivière, il y a un crocodile, il y a un serpent et il y a un lion. Vous vous souvenez de ça? Effectivement. Dans nos travaux avec Kamana, Kangoudier, Godefroy, je dis, mais quelle est la solution? Kamana me dit, tout le monde cherche la solution là. Mais là n'est pas la solution. La solution, il faut la chercher en amont, pas en aval. Là, l'affaire est dite, la messe est dite, les tips est fini. La question qui est posée ici, c'est que qu'est-ce qu'il aurait fallu faire qui n'a pas été fait? Cette personne, dans notre communauté, lorsqu'on part du village dans un environnement aussi hostile qu'est la forêt, on n'y va jamais seul. Parce qu'on y va pour un travail précis, pour la pêche, pour la chasse, pour autre chose, ou pour les champs. On y va toujours en groupe, en sorte que, en cas de problème, on puisse s'entraider, l'entraide, la solidarité. Cette personne a omis la solidarité, est partie seule, par égoïsme. Voilà les résultats. C'est une leçon. Ça s'appelle la théorie d'Inankale. Ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous voulons aller vers la globalisation des téléphones portables, tout ce que vous voulez là et tout ça. On a omis quelle est notre identité.
Merci beaucoup, Maître Mangelo. C'était un réel plaisir. La discussion était profonde. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Et je vous recommande le livre, Les 40 épîtres. Au-delà de tout ce que Maître Mangelo a écrit, allez acheter. Où est-ce qu'on peut l'acheter d'ailleurs? Pour l'instant, il est disponible à Money Shop. On peut le trouver là à $20. Et je suis au 3e lot. Donc, ça part assez rapidement. Donc, Ça ceux qui s'achète. veulent, oui. Les Tout ce Congolais que je- lisent. oui, oui. En tout cas, il y a une jeunesse universitaire et d'autres personnes qui lisent aussi. Est-ce que vous rencontrez cette jeunesse-là? Oui, oui, je la rencontre beaucoup. D'accord. Énormément. J'essaie de donner du temps à la jeunesse pour former. Tout ce que je viens de dire se trouve dans les épîtres successives, En effet. dans ces textes, En effet. et dans les textes précédents, on trouve tout ça. Alors, pour finir, puisqu'on a parlé de l'identité, j'aimerais vraiment que vous nous fassiez l'honneur de nous lire l'épître 41, puisque c'est un hymne. On Oui. pourra finir sans entendre les mots de ces hymnes, et ça sera votre dernier mot. Merci infiniment. Épître 41. Les Congos des Ishango. Filles et fils du Congo, inclinons-nous pour honorer les mains coupées de nos aïeux. Terre des commencements et de l'imaginaire, terre des Ishango. À nos souffrances endurées, à nos martyrs orientaux et septentrionaux, nous rendons nos honneurs. Soleil divin, lève-toi les jours et la nuit pour éteindre à jamais les ténèbres sur la terre de nos ancêtres. Congo des commencements, terre sacrée, Congo des Ishango et des mains coupées. Mère patrie, léopard rugissant, enivre-nous des puissances pour te protéger, imbibe-nous des sagesses et des raisons. Pour renouveler la lutte de notre souveraineté, lutte de notre indépendance, lutte de notre unité, par les sangs et par les fers. Arme-nous des mains robustes pour forger un Congo conquérant. Aux vaillants fils et fils de la terre sacrée, portons sur nos fronts force et dignité. Ajustons nos vues pour combattre l'adversité. Notre mort est notre tribut sacrifice à la mère patrie. Élevons nos vaisseaux des guerres sur terre, sur mer, sur nos lacs et rivières. Peuple congolais, réveille ton génie créateur, richesse des sèves et des forces. Dans la communion nationale, point de larmes, orage de feu, point de pleurs, ouragan d'acier. Congo, architecture des grands styles. Congo, ordre et discipline. Congo des Ishango et des mains coupées. Congo, puissance éternelle. Merci, Maître Mangelo. C'est par ces hymnes que je clôt cette conversation avec Maître Mangelo autour de 40 épîtres dans chaque idée. Il fallait le calme pour discuter des grandes idées. Alors, regardez l'émission, partagez-la. Vous pouvez la retrouver sur Ecopolis Télévision, sur YouTube Eco TV. Ne regardez pas seul parce que ce qui est écrit et ce qui a été dit ici est très important pour les générations et très important pour tout le monde. Retrouvez l'ouvrage à Money Shop, lisez-le. Je pense que Maître Mangelo nous donnera l'occasion, peut-être dans un autre contexte, avec plusieurs jeunes qui auront acheté, qui auront lu, pour continuer cette conversation et pouvoir peut-être aborder d'autres épîtres qu'on n'a pas pu aborder. C'était un plaisir de vous servir, c'était un plaisir de vous recevoir. Cette émission est terminée. Merci beaucoup.